J'accueille Brice Lemaire, le docteur Brice Lemaire, qui est chirurgien dentiste depuis 25 ans et surtout très grand praticien en hypnose, dans plein de sortes d'hypnose, donc il va être beaucoup plus capable que moi de les lister. Et surtout, ce que j'ai retenu de ce repas découverte qu'on a fait ensemble, c'est qu'il a été à la source des gens qui ont pratiqué ces méthodes. Donc il a été aux États-Unis, en Angleterre, partout, et il s'est formé beaucoup à beaucoup de thérapies d'hypnose, et il s'est enrichi de tout ça pour du coup être co-responsable et un grand leader dans le DU d'hypnose de chirurgie dentaire. Bonsoir, merci. C'est à la fois un honneur et puis surtout un bonheur d'être ici parmi vous pour vous parler à la fois d'une passion et puis surtout d'une pratique que j'ai depuis plus d'une vingtaine d'années en hypnose et en hypnose dentaire plus spécifiquement. Alors, on m'a demandé ce soir de traiter d'un sujet un peu particulier qui est un peu à la mode depuis quelques années dans les écoles néo-ericksoniennes, qui est les inductions rapides. Les inductions rapides, en fait, c'est comment faire de l'hypnose rapidement, quotidiennement. Moi, je suis chirurgien dentiste, donc je suis confronté à des patients qui n'ont pas envie de venir, évidemment, se faire soigner. Et on va leur proposer un outil de confort, aussi bien pour l'équipe soignante que pour ces patients, de façon à pouvoir les traiter dans les meilleures conditions de confort et de bien-être. Je vais vous expliquer ce soir comment fonctionnent les inductions rapides. Vous verrez que c'est un sujet qui est assez amusant et vous verrez que c'est un sujet qui, à mon sens, est d'une profonde inanité. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aime bien me tirer une balle dans le pied quand on commence ma conférence pour vous mettre à l'aise, parce qu'en fait, vous allez comprendre que les inductions rapides, c'est une étape qui est à la fois intéressante, mais qui est absolument pas nécessaire en hypnose, d'une part, et d'autre part, que c'est finalement très simple à réaliser. Voilà. Il y a beaucoup de soignants parmi vous, ça peut être personnel médical, personnel paramédical, et au plus on apprend à faire de l'hypnose et surtout de l'induction rapidement, au plus on peut utiliser l'hypnose quotidiennement. Alors, je vais commencer par une question. Qui fait de l'hypnose dans la salle? Vous pouvez lever la main. Très bien. Alors, quels sont ceux qui font entre, allez, on va dire 5 et 10 hypnoses par mois? Très bien. Quels sont ceux qui en font entre 5 et 10 par semaine? 5 et 10 par jour? D'accord. Alors, ceux qui en font 5 et 10 par semaine, est-ce que vous utilisez plutôt des inductions classiques ou plutôt des inductions rapides? Ça dépend. D'accord, ça dépend de quoi? Du temps imparti, du rapport avec le patient? Très bien, super, impeccable. Alors, je vais vous montrer qu'en fait, ça n'a pas tellement d'importance, quel que soit le type d'induction qu'on va utiliser. Ce qui va être surtout important, c'est déjà de comprendre ce qu'est l'hypnose. Alors, pour vous, l'hypnose, c'est quoi? Allez-y, vous pouvez répondre. Moi, j'aime bien quand c'est interactif, quand ce n'est pas une conférence purement, on va dire, magistrale. En conditionnement différent du cerveau, oui, pourquoi pas. Un déplacement de la conscience. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a autant de définitions parce qu'à mon sens, l'hypnose, on peut l'étudier comme, et il faut l'étudier d'un point de vue médical et scientifique, comme une science, mais par contre, quand on le pratique, c'est un peu comme un art, en fait. Et donc, il y a véritablement une appropriation de cette discipline. Et si on essaie de le faire de façon trop, entre guillemets, rigoureuse, il y a quelque chose qui ne se passe pas sur le plan humain, qui est une sorte de communication entre deux subconscients. Alors l'image de l'hypnose, comme le disait Bruno Suarez, dans le grand public, c'est encore ça. C'est encore l'image du pouvoir de l'hypnotiseur, du serpent avec Mowgli, ou bien l'hypnose de spectacle. On a toujours l'impression qu'en fait le sujet, ce qu'on appelle le sujet en hypnose, c'est dans la terminologie, on a l'opérateur, la personne qui fait l'hypnose, et le sujet, la personne qui reçoit l'hypnose. Il faut savoir que pour la majorité des personnes, l'hypnose, c'est ça. À mon sens, pour moi, l'hypnose, c'est ça. C'est-à-dire, je vais faire fonctionner le cerveau de mes patients et puis le mien aussi, parce que quand on soigne en hypnose,
on fait fonctionner son cerveau différemment, de façon à avoir le maximum de confort pour mes patients. C'est aussi bien en hypnose opératoire qu'en hypnose médicale, qu'en hypnose thérapeutique, qui sont les 3 domaines. L'hypnose opératoire, pour moi, c'est soigner quelqu'un en hypnose, quel que soit le temps, quelle que soit l'intervention. L'hypnose médicale, ça va être toutes les indications, on va dire, psychosomatiques que je rencontre en médecine dentaire. Par exemple, ça peut être du bruxisme, ça peut être évidemment des éléments comportementaux, comme les phobies dentaires. J'ai des patients phobiques. Des vrais phobiques, c'est-à-dire des gens qui, dans la salle d'attente, font des malaises vagales ou s'évanouissent, ou avant même que vous les ayez mis sur le fauteuil dentaire. Donc, ce n'est pas de la peur ou de l'anxiété, c'est vraiment de la phobie. Et l'hypnose thérapeutique, dans ces cas-là, c'est un outil extraordinaire pour soigner ces patients. Alors, quelqu'un pourrait me donner une définition de l'hypnose ? Alors pour nos élèves au DU, on leur donne pas mal de cours, de trucs à potasser, etc. Mais on leur fait faire surtout de la pratique. Et au début, on leur donne à peu près 50 définitions académiques de l'hypnose. Et le but, c'est qu'ils trouvent tous les ingrédients en fait de la transe. Alors c'est très difficile de définir l'hypnose parce que le terme hypnose regroupe à la fois la méthode, la technique, le résultat qu'on obtient. Et puis en même temps, selon les personnes, il y a différentes terminologies. Soit on décrit le processus, soit on décrit le résultat. Une définition que j'aime bien, mais qui est un peu académique, c'est la définition de Dave Hellman. Il dit, c'était dans les années 50, il disait l'hypnose c'est un processus, c'est-à-dire on active quelque chose au niveau du cerveau, on franchit le facteur critique, le facteur critique c'est la partie de la conscience qui dit oui mais, qui analyse, et on met en place des pensées sélectives, des suggestions. C'est une définition un peu académique. Alors souvent, pour mes patients, ou bien pour les élèves au DU, je leur dis, voilà, l'hypnose, alors c'est une métaphore, hein, évidemment. Vous avez compris que ce n'est pas comme ça que ça se passe vraiment au niveau du cerveau. Mais je leur dis, dans la journée, vous êtes conscient. La nuit, vous dormez, vous rêvez. Quand on fait de l'hypnose, en fait, on fait un switch cérébral et on vous fait rêver dans la journée. Dans ce rêve, on peut aussi bien activer des suggestions de détente que des suggestions d'activation très intenses, soit au niveau du corps ou au niveau de l'esprit. Et ce qui est très paradoxal à comprendre avec l'hypnose, c'est qu'il y a une grande différence entre ce que l'on voit vu de l'extérieur. On voit des patients qui ont les yeux fermés, on a l'impression qu'ils dorment, entre guillemets, et une grande différence entre ce que l'on vit de l'intérieur. De l'intérieur, on est dans un état d'intense focalisation, d'intense méditation. On n'est absolument pas dans cet état d'assoupissement. Alors, la définition de l'hypnose, qui a inventé le mot hypnose déjà? Ah, pas mal, ben non. Alors en fait, tout le monde croit que c'est Braid en 1843 dans Neurohypnologie, et en fait non, c'est pas la perfide Albion qui gagnera, c'est un Français, Hénin de Cuvillers, qui en 1820, dans un ouvrage intitulé Le magnétisme éclairé, décrit le premier, le mot hypnose, et il décrit même 600 termes, hypnoscope, hypnologie, etc. Et ce qui est intéressant, c'est la racine grecque hypnose, mais énypnion. Énypnion, ça veut dire littéralement sommeil accompagné de songe. Et ça, c'est intéressant parce que pour moi, ça correspond réellement à ce que je vis dans la réalité hypnotique quand je fais de l'hypnose. J'ai vraiment l'impression, comme disait Hellman, il disait on est le dream pilot, le pilote du rêve. Il faut savoir que toute hypnose, c'est une auto-hypnose en fait. Et que l'opérateur, c'est-à-dire l'hypnotiseur, n'est là que pour guider le patient dans sa transe. Donc c'est un peu l'opérateur qui est le pilote et le sujet qui est le copilote. C'est pour ça que l'hypnose, c'est absolument pas du pouvoir sur les autres, c'est au contraire rendre la liberté aux sujets, aux individus, afin de leur permettre d'être soignés, dans le cas qui m'intéresse, dans les meilleures conditions. Ça rejoint également une étude neuroscientifique qui avait été menée en 2015. On était monté à Zurich pour 3-4 jours. On avait fait une étude sur 50 sujets pour reproduire de la transe profonde, somnambulique et stuporeuse. Bon, c'est 2 types de transe profonde, on va dire, pour simplifier. Et voir toutes les différences au niveau neurologique, mais aussi au niveau des constantes respiratoires, des constantes cardiaques et des constantes neurochimiques. Et le but, c'était de montrer qu'en fait, on avait une reproductibilité des résultats
premièrement, quel que soit l'opérateur, mais surtout une différence entre les deux états, et ils étaient reproductibles, quel que soit le type d'opérateur et quelle que soit la méthode qui était employée. Il y avait des groupes tests aussi, enfin, je ne vous détaille pas tout ça. Alors, on vient au vif du sujet. Donc, première étape, qu'est-ce qu'une induction? C'est une question. En hypnose, qu'est-ce qu'une induction à votre avis? C'est le sujet de ce soir. Une induction, c'est la technique que l'on va utiliser pour amener quelqu'un en hypnose. D'accord? Étymologiquement, ça vient du latin inducere, amener à l'intérieur. Alors l'induction, en fait, c'est simple. On a créé le cadre pour l'hypnose et ensuite, on va ouvrir alors la porte ou la fenêtre, comme vous voulez, pour que le patient aille dans sa transe. Et puis après, on va le guider. Donc, c'est juste une toute petite étape, l'induction. Moi, l'image que j'en donne souvent, enfin, l'image que j'en ai, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un athlète, un sprinter qui est sur les starting blocks. Et quand on fait l'induction, on lui dit « go ». Et il part en transe. Et après, on le guide. Donc, en fait, l'induction, c'est pour ça qu'en préambule, de façon un peu moqueuse, je vous disais que c'est un sujet qui n'est pas très intéressant en soi, tout simplement parce que c'est une toute petite étape. L'hypnose, elle commence après, en fait. Alors, la seule chose à retenir peut-être de cette soirée, si on vous demande qu'est-ce qu'une induction rapide, l'induction, c'est tout simplement la première suggestion acceptée par le sujet pour aller en transe. Voilà. C'est comme ça que ça démarre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette induction, elle s'inscrit, quand on fait de l'hypnose au cabinet, on fait de l'hypnose conversationnelle, évidemment, ça, même beaucoup de praticiens, un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose, font de l'hypnose sans le savoir. Mais ensuite, quand on fait de l'hypnose opératoire, on va faire de l'hypnose formelle. Dans cette hypnose formelle, il y a un certain, ce qu'on appelle continuum hypnotique, c'est-à-dire il y a un déroulé de la séance d'hypnose. On va d'abord établir un rapport avec le patient, ensuite on peut faire un petit discours pour lui expliquer ce qu'est l'hypnose, on peut faire parfois ce qu'on appelait avant des tests de suggestibilité, des jeux d'imagination, de l'induction, etc. Bon, ça ce sont des étapes très formelles, mais évidemment après on peut les passer, et on va voir que l'induction, en fait, c'est juste une toute petite étape du processus. Et on peut même faire de l'hypnose sans aucune induction, ça fonctionne très bien. Alors, comment classer ces inductions? Il y a différentes classifications. On peut les classer selon le style d'induction. Par exemple, on peut faire des inductions par confusion, par focalisation, par relaxation. On va surtout se focaliser des fois sur le style. Ça peut être un style plus indirect ou le style direct. Là, je vais vous proposer une classification très simple basée uniquement sur la vitesse d'induction. Donc, on va dire qu'il y a trois types d'induction. Une induction classique, c'est plusieurs minutes. Une induction rapide, c'est moins d'une minute. Et une induction instantanée, c'est quelques secondes. Pourquoi aller vite? Tout simplement parce que quand on est soignant et quand on est confronté à des patients quotidiennement, on est timé toute la journée. Donc, on ne peut pas se permettre de, entre guillemets, perdre du temps avec l'hypnose. Et l'hypnose, c'est un outil qui doit nous permettre de gagner du temps. Aussi bien du temps, j'allais dire linéaire, mais du temps de confort, du temps de bien-être. Et le but réel de l'hypnose, c'est vraiment de créer quelque chose d'humain, de très particulier au niveau du subconscient, on va le comprendre tout à l'heure, de façon à pouvoir optimiser les soins. Et quand on soigne dans ces conditions-là, évidemment, aussi bien pour le patient que pour l'équipe soignante, c'est un système gagnant, parce qu'on est dans des conditions de confort bien plus intenses. Alors pourquoi je vais vite? Tout simplement parce que après, comme vous l'avez compris, l'induction, c'était juste une étape, donc l'hypnose, elle va commencer. Et moi, je vais rechercher dans mes hypnoses, qu'elles soient opératoires, médicales ou thérapeutiques, de la profondeur. Pourquoi de la profondeur de transe? On peut le discuter. Tout simplement pour avoir la manifestation de phénomènes hypnotiques. Voilà. Je vais vous montrer une démonstration. Donc, c'est en temps réel. Hein. Voilà. Donc, on fait une induction rapide. Impeccable. À partir de maintenant, tu ne sentiras plus rien. Plus rien n'aura d'importance. Tu vas te laisser aller complètement à l'intérieur de toi-même, comme si se passait plus rien du tout. La seule chose que je vais te demander, ça va être
c'est d'aller faire du cheval et de galoper. Et en fait, pour galoper, tu vas faire des petits moulinets avec ta main. Et plus tu galopes à cheval, plus tu fais des petits moulinets. Vas-y, sans rien faire. Donc j'ai fait une induction rapide, ensuite j'active des fonctions idéomotrices automatisées. Et tu sens absolument rien. Et je donne des suggestions de confort et en même temps d'anesthésie. Alors, je ne sais pas si ça va être la main gauche, je ne sais pas si ça va être la main droite, peu importe. Ensuite, je provoque, pour ceux qui ont l'habitude de faire de l'hypnose, des phénomènes hypnotiques, des lévitations de la main pendant que je soigne la personne. Tu fais la course des mains, et tu verras, il y en aura une qui Alors ceux qui n'aiment pas le sang, vous ne regardez pas. plus rapide qu'une autre. Et j'obtiens une hypno-anesthésie très rapide. Rien, et tu te laisses. Là, c'était un cas de gingivectomie et de frein, Est-ce que c'est la gauche? Est-ce que c'est frénectomie. Donc, c'est des actes qui sont très rapides en dentisterie, mais qui peuvent être faits en hypnose encore plus vite et de façon totalement indolore. De la même façon, rechercher de la profondeur de transe, ça va m'intéresser en hypnose opératoire. Bon, là, après, il y avait ce qu'on appelle un pansement parodontal. Ça va m'intéresser en hypnose opératoire. Pourquoi? Parce qu'après, je ne vais pas parler pendant les soins. Voilà. Souvent, on me demande, alors est-ce que tu parles, etc. Je dis non, parce que sinon, ça serait fatigant de soigner, parler en même temps, etc. Donc, jusqu'à 5. 1, tu commences à bouger les jambes, les liboles. À 2. Donc là, pareil, c'était une implantologie maxillaire. Donc là, c'est des cas où en fait la patiente elle est en hypnose. On lui a donné des suggestions d'anesthésie, elle sent rien, elle est confortable, elle est bien, etc. Et puis après, une fois qu'on a continué à faire, je vous enlève ces vilaines images, hein, une fois qu'on a continué à faire le traitement, l'intérêt de la profondeur de transe, c'est justement que j'ai plus à alimenter, j'ai plus à parler. Voilà. Sinon, ça serait exténuant de parler toute la journée pour faire de l'hypnose opératoire. Alors, pour ceux qui font de l'hypnose, il y a quelques fausses idées concernant les inductions. La première fausse idée, c'est qu'une induction rapide est intrusive. Ça peut être vrai, mais à mon sens, l'hypnose, c'est un art. Et donc, quand on fait de l'hypnose, il y a vraiment une dimension esthétique dans la transe. Et il faut toujours être à la fois très respectueux du patient et surtout faire ça de façon, j'allais dire, presque esthétique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça soit de la belle hypnose. Donc, au contraire, on va avoir de la fluidité, on ne va absolument pas faire des inductions choc, on va toujours faire des inductions et on peut être très rapide en étant élégant. La vitesse d'une induction détermine la profondeur de transe. Alors, ce n'est pas parce que vous faites une induction lente ou ce n'est pas parce que vous faites une induction rapide que vous avez de la profondeur de transe. On pourra discuter de ces notions de profondeur si ça vous intéresse, mais bon. Donc, en fait, il y a un autre paramètre dans la profondeur, dans la notion de profondeur de transe. Hop. La transe, hop là, j'ai loupé, je reviens. La transe légère est suffisante pour l'hypnose. Alors non, pas pour moi en ce qui me concerne, et pas pour les grands opérateurs en hypnose, que ce soit Erickson, Hellman, Hormone McGill, et tous les grands noms de l'hypnose médicale au XXe siècle, c'était tous des sacrés opérateurs. Ils savaient vraiment gérer de l'hypnose, gérer de la transe profonde, et obtenir tous les phénomènes hypnotiques dont ils avaient besoin en fonction de leur pratique. Il y a beaucoup d'anglo-saxons, mais aussi il y a des Français, il y a des Espagnols. Enfin, c'est un peu tous les grands noms de l'hypnose au XXe. La transe profonde prend du temps. Eh bien, ça dépend. Ça dépasse. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut prendre du temps, et il peut y avoir un apprentissage du patient, et puis ça peut aller très vite. À votre avis, chez qui ça peut aller très très vite? Exactement. Les enfants, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont avoir des transes profondes somnambuliques très rapides, et pourtant on a l'impression qu'ils ont les yeux ouverts, ils continuent à gigoter, ils continuent à parler. Et pourtant ils manifestent des transes très très profondes très rapidement. Et la seule façon de le savoir, de savoir s'ils sont vraiment en transe, c'est de le tester, c'est de manifester des phénomènes hypnotiques de façon à voir ce qu'on obtient comme réponse. Alors, je vais vous faire de la démonstration. Parce que ça, c'est un peu rigolo. C'est la partie que je préfère. Et puis, vous allez repartir avec des outils. Alors, comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je me suis marqué les inductions que j'allais vous présenter. Alors, qui n'a jamais fait d'hypnose? Très bien. Qui a envie de faire de l'hypnose et qui n'a jamais fait d'hypnose? Alors, déjà, il y en a beaucoup moins.
Bon, les filles, là. Tu as levé le main? Oui? Oui? Allez, tu viens? Très bien. Comme tu as levé le main, tu t'es porté volontaire. Voilà. Alors, je vais vous faire quelques démonstrations. Tu t'appelles? Lina. Installe-toi, Lina. Attends, on va se... Je sais que ça se fait pas, mais je vais quand même te demander d'enlever ton masque, parce que faire de l'hypnose avec le masque, moi, je peux pas. Il y a plein de choses qui se passent en hypnose, en fait, au niveau verbal, que je vais lui parler, mais surtout au niveau non verbal, d'accord? Donc, j'ai besoin de voir ce qui se passe au niveau des yeux, au niveau des micro-mimiques, etc. Et c'est vrai qu'avec le masque, c'est un peu compliqué, d'accord? Alors, tu es prête à faire de l'hypnose? Tu as envie d'essayer? Ouais? Ça t'embête pas qu'il y ait du monde autour de toi? Non, de toute façon, dans 2 secondes, tu auras les yeux fermés, tu ne les verras plus. D'accord? Alors, très bien. Alors, je vais te montrer déjà comment. Installe-toi confortablement. Vas-y, tu mets bien les pieds à plat, tu te réajustes. Voilà. OK. Alors, je vais te montrer une première façon d'aller en hypnose très lentement, doucement et agréablement. OK? Il faut savoir que l'hypnose, c'est un état naturel, en fait. Plusieurs fois par jour, sans que tu le saches, tu es dans un état, en fait, des fois de rêverie. Quand, par exemple, tu conduis, tu arrives à la maison sans t'être rendu compte du trajet. Ou bien si parfois, tu es peut-être en train de m'écouter, tu penses à autre chose, ou bien voilà. C'est cet état-là qu'on va provoquer. Ok. Donc quand je te dirai dors, en fait, tu vas pas dormir. Tu vas juste avoir les paupières qui vont être fermées et tu vas tout simplement être dans un état de décontraction, de relaxation. Ok. Alors je vais te montrer une première technique. Et tu vas détendre ton esprit, tout ton corps 2 fois plus profondément. Et le chiffre suivant. Et tu plonges encore plus profondément. Tu te laisses aller encore plus loin, plus bas, plus profond. Très bien. Super. Impeccable. Je vais compter jusqu'à 3. Tu vas prendre une grande inspiration et tu vas revenir. 1, 2 et 3. C'est juste de la relaxation. Okay, c'est de la détente. Donc là, entre guillemets, technique très très simple. Je prends son bras, en fait. Je crée ce qu'on appelle un fractionnement, c'est-à-dire je lui dis d'ouvrir et de fermer les yeux. Le but, c'est en fait de la faire plonger, revenir, faire plonger, revenir. Donc ça provoque un va-et-vient en fait entre la conscience et puis ensuite une descente en hypnose. Ensuite, rapidement, je bloque le bras en l'air, ou plutôt elle bloque son bras en l'air. Je crée ce qu'on appelle une catalepsie. Après, je crée une lévitation. Et puis après, là, je vais faire des mouvements idéomoteurs avec son bras. En fait, je fais développer son subconscient de façon à obtenir rapidement de la transe. Là, c'est juste le début. En fait, on pourrait utiliser plein d'autres techniques. Je vais vous en montrer une autre. Qu'est-ce que j'ai marqué? Allez, tiens, on va faire ça. Voilà. Tu vas, par exemple,
tu vas suivre. Tu as compris comment ça fonctionnait en fait? Et ben voilà. En fait, le sujet, dès qu'il a compris comment fonctionnait une induction, après, la fois d'après, il est entre guillemets conditionné. Donc ça peut aller beaucoup plus vite. On lui dit, tu prends une grande inspiration et tu dors complètement. Très bien. Et tu te laisses aller confortablement. Encore plus bas, encore plus loin, plus profondément. Très bien. Un instant, j'ai soulevé le bras sera complètement mou et relâché. En retombant sur ton corps, tu vas pouvoir d'un seul coup approfondir cet état de détente. Totalement mou et relâché. Et tu plonges encore plus profondément. Très très bien. Super. Impeccable. Donc ça, c'était une induction instantanée. 1, 2, 3, une grande inspiration et tu reviens. Et voilà. Tu peux ouvrir les yeux. Très bien. Là, c'est un peu difficile pour elle parce qu'à chaque fois, je la sors, je la replonge, je la sors, je la replonge, etc. Donc, elle va être super, hein, une pro de l'hypnose à la sortie de la démo. Très bien. Alors, tu vas suivre maintenant le doigt comme ça. OK? Très bien. Tu vas sentir tes paupières qui vont devenir de plus en plus lourdes quand le doigt touche le front. Tu vas aller dans un état. Instantanément, tu vas replonger. Encore plus bas, plus loin, plus profond à l'intérieur de toi-même. Très bien. Super. Voilà. Impeccable. Agréablement. Les paupières restent closes et tu vas suivre le trajet du doigt avec les yeux. Très bien. Encore plus bas, plus loin. Voilà. Et tu descends. Continue d'entendre tous les bruits autour de toi et rien ne te dérange, rien ne t'embête. Tous ces bruits t'aident à te détendre encore plus profondément. Je bloque le bras. Très bien. Et tu vas encore plus loin, encore plus bas, encore plus profondément dans cet état d'intense relaxation. Je vais compter jusqu'à 3. 3, 1, 2, 3. Le bras retombe et tu plonges. 1, 2 et 3. Très bien. Voilà. Donc ça, c'était l'indication du docteur Spiegel. Donc focalise 1, 2, 3. Tu prends une grande inspiration et tu reviens. Plein d'énergie. Ça va? Voilà. Très bien. Merci. Alors, c'est la finger induction. Je ne peux pas la faire parce que j'ai un micro. Ça va être compliqué. Aston. Tiens, dans un instant, je vais mettre tes mains. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que bon, pour ceux qui font de l'hypnose, vous voyez plein de techniques de focalisation visuelle, etc. Des techniques de fractionnement, des phénomènes hypnotiques, etc. Il y a plein de techniques. En fait, pour faire des inductions, c'est assez simple, hein. On peut mélanger tous ces ingrédients. Ce qui peut être intéressant, c'est de comprendre qu'une une bonne induction, ça marche surtout par anticipation et par instruction. Par exemple, dans un instant, je vais mettre tes bras d'une façon particulière et tu vas plonger instantanément en hypnose de cette façon-là. Ok? Comme tout à l'heure. Tu mets le bras, la paume face, voilà, et celui-là légèrement en l'air. Très bien, sans rien faire. Très bien. Et tu replonges encore plus bas, plus loin, plus profondément. Très bien. Et tu peux te laisser aller. Très bien. Voilà, je vais compter jusqu'à 3. À 3, le bras droit retombe. 1, 2, 3. Et tu vas dans cet état de détente encore plus profondément. Très bien. À 3, le bras gauche redescend. Super. Très bien. Tu as tout compris le premier coup. Tu vas prendre une grande inspiration et tu vas pouvoir revenir pleine d'énergie. 1, 2 et 3. Super. Cool, hein? C'est agréable comme état. Ouais, très bien. Dans cette lignée un peu des inductions comme ça, toujours par prévision, anticipation, je vais prendre ta main. Je vais te serrer la main. Une première fois, tu vas sentir tes paupières qui vont être très lourdes. Une deuxième fois, les paupières vont être très lourdes et vont se fermer. Une troisième fois, elles vont être très lourdes, elles vont se fermer et elles seront impossibles à ouvrir. Plus tu essaieras de les ouvrir, plus elles vont devenir de plus en plus lourdes. Tu as compris? Très bien. Première fois, les paupières deviennent lourdes. Très bien. Une deuxième fois, les paupières deviennent de plus en plus lourdes et se ferment. Très bien. Et une troisième fois. Très bien.
Tu vas tellement détendre tes paupières qu'en essayant de les soulever, elles vont rester fermées. Tu peux essayer. Très bien. Tu cesses d'essayer, tu laisses partir la même détente des paupières de la tête jusqu'aux pieds comme une vague et tu plonges. Très bien, super. Prends l'inspiration, 1, 2, 3 et tu reviens. Voilà. Il y avait beaucoup de techniques d'induction avec des poignées de main qui avaient été développées par Erickson. Il faut savoir qu'Erickson, à la fin de sa vie, il était handicapé. Alors, il avait un. Je vais essayer de le faire sans le micro. Il avait le bras droit qui était handicapé. Technique de confusion kinesthésique, ça s'appelle ambiguous touch d'Erickson, c'est-à-dire en fait, quand je serre la main, je ne serre pas la main, mais je laisse glisser mon index et mon petit doigt. Ce qui se passe quand on fait cette technique-là, alors là, elle est relâchée. Le bras flotte en l'air et reste en l'air tout seul. Et donc ensuite, après, on a juste à faire de la confusion kinesthésique et à déclencher la crampe. Là, tu vas prendre une grande inspiration et tu vas revenir. 1, 2, 3. Très bien. Dans ces techniques de poignée de main, on peut avoir des techniques comme ça, par exemple. Tu vas suivre le découvert. Les paupières deviennent de plus en plus lourdes, de plus en plus lourdes. Tu plonges encore plus loin, plus bas, plus profondément. Tu peux te poser encore. Et tu reviens. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle des ruptures de pattern en hypnose rapide, en hypnose instantanée. Ça peut être intéressant. Les patterns, en fait, sont des boucles automatisées. Alors, il y a plein de boucles automatisées. Une technique, par exemple, qu'on doit à Bandler et qui a inspiré des techniques d'Erickson aussi, c'est les techniques par poignée de main. Alors, vous regardez bien, ça va vite. La technique, en fait, au moment où je lui serre la main, je ne lui serre pas la main, mais je mets l'index dans le creux de sa main et j'amène instantanément la paume de sa main face à elle. Et donc tout simplement, ça crée un moment de confusion, une sorte de bug cérébral, et le cerveau, dans ces cas-là, a besoin de se raccrocher à quelque chose de tangible. Et donc je lui donne immédiatement la suggestion d'or. Alors pourquoi est-ce qu'on donne la suggestion d'or, à votre avis? Parce qu'on ne dort pas en hypnose, vous avez compris que ce n'est pas du sommeil. Là, en fait, elle est juste dans un état de relaxation, elle continue à s'entendre, elle est tout simplement relâchée. Là, c'est vraiment le début du travail qu'on pourrait faire en hypnose opératoire en approfondissant, en développant des phénomènes hypnotiques. Mais elle est dans un état d'intense concentration, d'intense relaxation. Je vais compter jusqu'à 3. Tu vas sentir, par exemple, au niveau de ta main gauche, ta main devenir très légère, de plus en plus légère. Tu vas sentir des petits mouvements automatiques au niveau du doigt, peut-être au niveau du pouce, de l'index. Très bien. Et tu vas accrocher à ton masque, comme ça, un ballon. Et le bras va devenir de plus en plus léger. Très bien. Et pendant que je parle à l'audience, tu vas continuer à sentir ton bras devenir de plus en plus léger. Encore plus haut, encore plus léger, encore plus haut. Il va venir flotter en l'air. Très très bien. Encore plus haut, de plus en plus léger. Très très bien. Super Lina. Et toi tu continues de descendre encore plus bas, plus loin, plus profondément. Très bien. Toute confiance, toute tranquillité. Tu vas sentir ton bras devenir de plus en plus léger, venir flotter encore plus haut en l'air. Voilà. Tellement léger qu'il va monter tout seul. Très bien. Encore plus haut. Très bien. Très très bien. Et tu laisses aller dans la détente, encore plus bas, plus profondément. Très bien. Et tu plonges encore plus profondément. Voilà. Là, elle est dans un état d'intense activation cérébrale. Elle n'est pas du tout dans un état d'endormissement. Pourtant, j'utilise souvent dans les inductions instantanées
la technique où on dit dors ou bien on dit sommeil profond, etc. Alors souvent j'ajoute dors ou bien sommeil profond tout en continuant à tout entendre pour pas que le sujet, quand il se réveille, dise j'ai fait de l'hypnose mais j'ai tout entendu. Ce qui est un peu le cas classique. Tout simplement parce qu'on lui dit mais non, parce qu'en fait en hypnose on dort jamais. Donc ça peut paraître paradoxal, mais en fait pour le cerveau, quand on donne une suggestion simple et directe comme dors ou bien sommeil profond, il sait exactement ce que c'est et il sait trouver j'allais dire le cheminement cérébral pour aller dans cet état de détente et de relaxation. Très bien. Tu vas prendre une grande inspiration, tu vas ramener plein d'énergie. Tu te sens merveilleusement bien. Ce soir, tu dormiras parfaitement bien, parce que l'hypnose n'a rien de commun avec le sommeil. Et tu seras enrichi de toutes ces nouvelles expériences. Et je te remercie beaucoup. Alors, le but de ces démos, en fait, c'est tout simplement de montrer que les inductions rapides, c'est qu'une étape parmi d'autres, d'une part, et d'autre part, qu'elle peut se faire de façon simple, rapide et douce, surtout, élégante, et on n'a pas besoin de tirer des bras, d'avoir un style d'hypnose autoritaire. On peut être tout à fait direct et très permissif et en même temps très doux. Ça dépend beaucoup de la tonalité avec laquelle on dit les choses. Si par exemple je dis prenez une grande inspiration, fermez les yeux, c'est de la suggestion directe, pourtant c'est quelque chose qui est généralement très bien accepté parce que la tonalité de ma voix a beaucoup d'importance dans la délivrance de la suggestion. Alors en conclusion, 3 petites choses. La première, c'est comme disait Bernard de Chartres au XIIe siècle, on est finalement, quand on étudie un art, des nains sur les épaules des géants, c'est-à-dire il faut déjà étudier tout le travail de nos prédécesseurs en hypnose médicale, moi c'est ce qui me passionne, vous l'avez compris, pour déjà avoir une bonne connaissance de ce qui a été fait. La deuxième chose, en hypnose, je vois ça, il y a 2 piliers. Il y a toujours le côté théorique et le côté pratique. Le côté théorique, c'est toujours envisager l'hypnose comme, on va dire, une science et l'étudier de façon médicale, scientifique. Hop là, c'est trop rapide. Hein. De façon médicale, scientifique. Et par contre, la pratiquer toujours comme un art. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qui est profondément humain, qui est lié à l'interaction, au rapport qu'on va créer entre deux subconscients. Et la dernière chose, mon mentor en hypnose, Hormone McGill, finissait toujours ses conférences en citant le prince Siddhartha, qui était le Bouddha, et qui, à la fin de ses enseignements, disait ne prenez pas tout ça trop sérieusement, sinon vous allez louper la vérité. Et voilà, ça sera la fin de ma conclusion. Alors, si vous avez quelques questions concernant spécifiquement ce sujet des inductions rapides ou l'hypnose en général, je vous écoute. Pour faire de ce que j'ai appris en formation, c'était de faire un recueil de données à minima. Ce que j'ai pu voir peut-être quand vous avez montré la vidéo avec la jeune fille dans votre cabinet, peut-être qu'elle aimait faire de l'équitation. Et là, dans les techniques que vous nous avez montrées, vous n'en avez pas parlé. Ah, alors, on est sur de la safe place, non ? Alors, le terme exact, je ne pourrais pas... un lieu de paix, un lieu, etc. Personnellement, ce n'est pas une technique que j'utilise, ni comme induction, ni comme technique d'approfondissement, ni comme technique pour guider, tout simplement parce que ça me prendrait trop de temps et trop d'énergie, parce que moi, je suis à la fois celui qui fait l'hypnose, mais en même temps celui qui fait l'opération. Donc, du coup, il me faut des techniques, en fait, où je ne vais pas faire de techniques néo-ericksoniennes. Il n'y aura pas de métaphore, il n'y aura pas d'histoire, etc. Je vais être beaucoup plus sur des techniques à la fois psychologiques et physiologiques, en fait. C'est pour ça que je vais beaucoup travailler davantage sur les phénomènes hypnotiques, manifestés, par exemple, parce que je vais en avoir besoin, en fait, tout simplement, de ces phénomènes hypnotiques. Je vais avoir besoin, par exemple, quand j'opère quelqu'un, d'une catalepsie de la mâchoire,
Je vais avoir besoin aussi d'induire une détente par suggestion. Je vais par exemple avoir besoin de créer une amnésie aussi pour que le patient puisse oublier qu'il a été opéré. Et aussi, si j'ai besoin d'une hypnoanesthésie, je vais aller suffisamment loin en transe profonde somnambulique pour créer une hallucination kinesthésique négative, qui sera une anesthésie, en fait, tout simplement. Donc, ce qui veut dire que toutes ces techniques-là, en fait, je vais les amorcer en amont, et après, une fois que je vais opérer la personne, là, j'aurai plus besoin de parler. Par contre, je vais donner des suggestions au début, très répétitives. Il faut savoir quand même que l'hypnose, au niveau du subconscient, il y a un apprentissage qui se crée par répétition. Donc, à chaque fois, je vais dire, à chaque fois qu'il y aura des sensations dans la bouche, à chaque fois qu'il y aura de l'eau, des vibrations, des sensations en général, pour donner un terme générique, vous irez plus bas, plus loin, plus profondément. On donne cette suggestion 4-5 fois, et après, on peut réopérer la personne, et son subconscient a automatisé la procédure. En fait. Mais il faut avoir déjà un niveau de transe suffisant, parce que si on fait de l'hypnose légère, là, on est obligé de guider la personne tout le temps. Et donc là, on peut créer une métaphore, ou bien lui demander si elle a une affinité, etc. Là, je savais qu'elle faisait du cheval. Donc l'idée, en fait, c'était de... J'avais une autre patiente qui faisait du piano, donc j'avais fait pianoter les doigts. Enfin, c'était de créer des phénomènes hypnotiques, des mouvements idéomoteurs, de façon à pouvoir développer le subconscient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pourquoi je fais bouger les mains? Est-ce que vous savez? Et pas les doigts de pied, par exemple. Alors déjà, c'est très pratique par rapport à mon travail, parce que les patients, ils ont la bouche ouverte, donc ils ne peuvent pas trop parler. Donc je peux avoir ce qu'on appelle du signaling, ils vont pouvoir me répondre oui, non, etc., de façon automatisée. Mais surtout, Bruno Suarez en a parlé, au niveau de la représentation cérébrale, c'est l'homoncule de Penfield, les aires corticales dédiées aux mains sont très importantes. Donc à chaque fois que vous activez les mains en hypnose, bah, du coup, vous activez plein de zones au niveau du cerveau. Et ça, c'est intéressant. Question ? Tout à fait. Alors, je ne les ai pas abordés parce que là, on était vraiment dans une thématique, les inductions rapides, donc c'est l'étape. Mais après, évidemment, travaillant en transe, il va y avoir différents niveaux de transe. Moi, je vais utiliser de la transe légère, enfin, 5 niveaux de transe, on va dire. Je vais utiliser ce qu'on appelle l'hypnose éveillée, waking hypnosis, ensuite de la transe légère, transe profonde somnambulique, transe profonde stuporeuse, et parfois ce qu'on appelle de technique d'hypnosleep, où on crée vraiment du sommeil instantané chez le patient, genre micro-sieste, un truc où vraiment dort au sens propre du terme. Et ça, c'est des techniques en fait de gestion de la transe profonde. Et comment on le gère? Tout simplement en développant des phénomènes hypnotiques, mais surtout en testant chaque niveau de transe. Quand par exemple on est en transe profonde stuporeuse, qui est vraiment le ralentissement psychologique et physiologique de l'individu, ce n'est pas la transe comme ça d'activation, c'est vraiment la transe où le sujet est complètement flagada, on va dire. À ce moment-là, on va le tester, et on va le tester, on doit avoir 4 tests qui s'enchaînent, c'est-à-dire à la fois une anesthésie sans suggestion, ensuite une catalepsie des muscles mineurs, une catalepsie des muscles majeurs, et une catatonie au niveau des membres. Donc ça, on le teste et on voit quel est le niveau de transe. Et après, il y a des phénomènes aussi ventilatoires qui sont très intéressants à étudier. C'est assez documenté et c'est assez ancien, parce qu'avant, les premières expérimentations, c'était Pavlov et Platonov, principalement, parce qu'ils n'avaient pas d'autres moyens d'anesthésiation. Et ils ont énormément travaillé là-dessus, sur les fréquences respiratoires par rapport au niveau de transe. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à contrôler et à travailler quand on fait beaucoup d'hypnose, surtout de l'hypnose opératoire. Mais ça serait l'objet d'une autre conférence, tellement c'est pointu, détaillé, et puis surtout, c'est vraiment, le vrai travail de l'hypnose à ce moment-là. Voilà. Et c'est le plus intéressant, à mon sens. Parce que l'induction, finalement, vous avez compris que c'était une petite étape, c'était la première suggestion acceptée par le patient pour aller en transe, mais ce n'est pas là que commençait réellement l'hypnose et la transe pour le patient. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des échecs, des gens qui se réveillent ou qui sortent de la transe en plein milieu de l'opération? Et alors, si oui, qu'est-ce que vous faites? Alors, des échecs, bien sûr, heureusement. Ce que je vais dire par là, c'est que pour moi, il n'y a pas de notion d'échec. Il y a des notions d'apprentissage. Par exemple, là, Lina, elle n'a jamais fait de la transe. Elle n'avait jamais fait de l'hypnose et elle va très, très vite en transe. Je l'ai conditionné quand même. Hein. Je lui explique, je lui fais ce qu'on appelle un petit pré-talk, je lui explique ce qu'est l'hypnose, etc. Il y a plein de choses qui se passent de façon verbale, de façon non verbale. Je lui dis de se réajuster. Comme ça, elle suit déjà les suggestions de façon consciente et elle va être plus à même de suivre
ensuite les suggestions de façon inconsciente. Mais l'hypnose, c'est un apprentissage. Donc j'ai des patients qui, par exemple, vont être des virtuoses de la transe et dès la première séance, ils vont faire des transes très profondes. D'autres patients, ça va nécessiter une séance, et puis la deuxième séance, ils vont faire une transe. Ce qui est intéressant en hypnose, c'est que c'est à chaque fois, on va plus loin, plus bas et plus vite, systématiquement. Voilà. Donc dans les cas, par exemple, de patients phobiques, ça c'est intéressant parce qu'on ne va pas commencer par leur faire de l'hypnose au fauteuil. On leur fait d'abord une séance d'hypnose thérapeutique pour soigner et guérir, entre guillemets, la phobie. Et après, on va créer, comme ça, à chaque fois, une hypnose qui va aller de plus en plus bas, plus en plus loin. Et j'avais un patient phobique comme ça, et en général, par rapport aux actes que j'ai à faire, les actes, on va dire, qui vont être quand même un peu plus intrusifs, style chirurgicaux, des implants, des machins, tout comme ça, des extractions, je les fais au bout de 4-5 séances, parce que comme ça, je sais qu'ils ont confiance en eux, ils ont confiance en moi, ils ont confiance en l'hypnose et en leur transe. Et finalement, ce qui était génial, c'est qu'au bout de la 5e séance, pour les implants, il me dit « Ah, mais non, mais j'ai plus besoin de l'hypnose, je suis bien détendu. » Et en fait, boum, il se met en auto-hypnose tout seul, quoi. Il y a un tel ancrage, puis personne n'aime aller chez le dentiste. Donc quand on tend la perche et on dit voilà, on va vous donner un outil qui va vous permettre d'être ailleurs, évidemment, tout le monde le saisit. Et sachant que les patients phobiques, c'est les meilleurs patients parce qu'ils ont déjà un imaginaire négatif tellement développé que du coup, on sait que c'est des super candidats pour la transe. Bonsoir. Qui était votre mentor? J'en ai eu plusieurs. Alors, historiquement, celui que j'ai cité, c'était Hormone McGill. Hormone McGill, ça a été c'était de la génération d'Hellman, d'Erickson, et ça a été la première personne. Enfin, moi, j'avais appris l'hypnose en 2000 à Nice, là, avec l'Institut Milton Erickson, et puis c'était pas tellement adapté à ma pratique au cabinet. Donc, je me suis dirigé plus vers des écoles anglo-saxonnes pour apprendre les techniques d'induction rapide, etc. Et puis les gestions de l'hypnothérapie, on va dire d'une autre façon, quoi. Voilà, qu'Erickson. Et donc, c'était un sacré bonhomme parce qu'il avait 94 ans à cette époque-là. Il continuait à faire de l'hypnose. Et ça a été un grand praticien qui a traversé pratiquement toute l'hypnose médicale thérapeutique et l'hypnose de spectacle, parce qu'il avait fait de tout, au XXe siècle aux États-Unis. Peut-on apprendre l'auto-hypnose? Heureusement qu'on l'apprend. Alors, il faut savoir que quand on a monté le DU d'hypnose dentaire à la faculté, avec Valérie Pousségur, ici présente, les premières années, donc ça fait à peu près 5 ans, les premières années, c'était intéressant parce qu'on avait un tiers des personnes qui venaient apprendre l'hypnose conversationnelle, donc mieux communiquer avec le patient, etc. Un tiers qui venait apprendre l'hypnose pour faire de l'hypnose opératoire, c'est-à-dire soigner quelqu'un en hypnose, et un tiers qui venait uniquement pour apprendre l'auto-hypnose. Et tout simplement, il faut savoir que dans le domaine médical, paramédical, on est très exposé au burn-out. Voilà. Particulièrement les dentistes, parce qu'il y a des notions, on va dire, neuroscientifiques, concentration sur une toute petite surface toute la journée, timing, etc. Enfin, plein de choses que je ne vous détaillerai pas ce soir, mais disons qu'il y a vraiment une prise en charge du burn-out et même de la prévention du burn-out qui est telle qu'on consacre 2 jours entiers aux techniques d'auto-hypnose. Voilà. Et évidemment, quand on fait de l'hypnose, pour ne pas en avoir une connaissance vue de l'extérieur, mais pour en avoir une connaissance intériorisée, pour bien comprendre ce qu'est la transe, il faut pratiquer l'auto-hypnose. Et c'est un outil extraordinaire. Et qui n'a rien à voir avec la méditation, hein, c'est encore autre chose. Hein. C'est vraiment quelque chose de très particulier, l'auto-hypnose. Et c'est comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment un apprentissage. Et c'est un outil qui est extraordinaire, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan du développement personnel, on peut dire. Merci. Merci. J'ai presque envie de dire que moi, pour rassurer mes patients, je leur dis l'hypnose, c'est de l'auto-hypnose. Et donc, je vais vous apporter un outil. Et cet outil, après, vous allez le piloter vous et ça va être votre outil. Donc, je trouve ça presque obligatoire d'expliquer aux patients que l'hypnose qu'on va lui apprendre, ça va être son auto-hypnose après. Ce qui démystifie également l'hypnose, comme l'a dit Bruno, et comme l'a dit aussi Brice, c'est-à-dire qu'il y a toujours une peur de l'hypnose. Et par des mots-clés comme ça, l'hypnose et l'auto-hypnose, c'est extrêmement rassurant. C'est que les gens arrivent assez souvent dans la notion de possession et leur dit non, ça va être votre objet, votre hypnose. Alors, pour conclure, et puis Véronique conclura également, moi je suis très heureux de ces 2 conférences parce qu'elles sont
Vous avez vu, l'approche est différente et pourtant, quand on s'y connaît, il y a énormément de points communs. Moi, je suis plutôt branché métaphore parce que ça a toujours été ma stratégie de survie, c'est que dès que ma prof m'expliquait quelque chose, il fallait que je retrouve mon histoire à moi pour comprendre. Et donc finalement, la métaphore, c'est beaucoup mon truc, même si j'ai appris également l'hypnose comme ça, mais de Brice, et je l'ai moins pratiqué. Voilà. Essayez pas de séparer ça, c'est construisez votre hypnose à vous avec des outils. Vous voyez que l'imagerie aide, c'est-à-dire qu'à la fois il y a de la science, il y a encore beaucoup d'inconnus, comme comme a dit Bruno. Il y a beaucoup de techniques aussi. Après, une fois que vous savez tout, le but c'est de ne plus rien savoir et de faire votre truc à vous. Voilà, c'est tout ça l'hypnose. Et puis je vais laisser Véronique conclure cette journée.